Bon, donc j'ai le plaisir de vous présenter donc, Jugurtha Montalvão, qui est donc un professeur de l'Université fédérale de Sergipe au Brésil et qui nous connaît bien parce qu'il a fait son doctorat au sein de notre laboratoire, donc Samovar, à Télécom Sud Paris. Et puis il a gardé des contacts avec les uns et les autres pendant toutes ces années après son doctorat. Et donc il travaille, c'est un spécialiste de traitement de signal et de reconnaissance des formes. Et donc il va faire une série de 2 exposés. Donc je pense que tu vas présenter un petit peu ce que tu vas dire dans chaque. Donc avec des éléments donc, qui vont être liés à la reconnaissance des formes et à l'entropie différentielle. Je te laisse peut-être donner plus de détails par la suite. Voilà, tu as la parole, Jugurtha. Il faut réappuyer sur le... D'accord. Bon, merci beaucoup, Bernadette. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes là. Et bon, je suis là dans un cadre de collaboration, comme Bernadette l'a bien dit. Donc là, les sujets que je vous apporte aujourd'hui, c'est un sujet qui nous a beaucoup intéressé. Vous m'entendez Ah, d'accord. Donc, c'est un sujet que je tiens à cœur parce que pour moi, c'est quelque chose que j'étrange depuis quelques temps. Mais ceci dit, ce que je vous apporte, peut-être que ça ne sera pas tellement nouveau pour vous. Donc, je vais m'appuyer pas mal sur une perception intuitive de variété. C'est quelque chose que, parmi vous qui connaissent déjà le sujet, peut-être ça sera un peu rébarbatif. Mais j'espère que vous pouvez apprécier cette suggestion de que la perception intuitive peut apporter ou peut entamer de nouvelles stratégies d'analyse de variété. Donc c'est ça que je crois, à quoi je crois. C'est pour ça que j'ai mis une bonne partie de la présentation comme ça. Donc le plan de cette présentation va commencer par cette motivation, déjà. Donc je vais montrer par où on a commencé cette démarche. Puis une bonne partie de cette présentation intuitive de variété. Donc, après, on va s'intéresser effectivement par les estimateurs, basés sur le comptage de coïncidences. Donc, j'ai choisi un genre, dans une partie des estimateurs qu'il y a dans la littérature, pour mettre plus en valeur ici, pour permettre cette discussion qui je crois que pourra être très fructueuse. Puis, on va s'intéresser à des problèmes qu'il y a dans cet estimateur. Donc, on va tout de suite parler du biais de cet estimateur et de l'effet de bruit. Donc, c'est ça le plan d'exposé. Bon. Peut-être que je dois commencer tout de suite. Sans délai. Bon, voilà. Donc, notre motivation, il y a plusieurs, on peut voir plusieurs voies d'approche pour l'intérêt des variétés, de mesures, de caractéristiques de variétés. La nôtre, c'était peut-être pas très original. Donc, c'est parce qu'on était, il y a quelques ans, on parlait, moi avec même Bernadette, il y a 2 ans, on parlait de ça, des problèmes qui nous amènent, cette quantité d'informations, chaque semaine peut-être, on a des nouvelles de cette vague, on peut parler comme ça, une vague d'intérêt pour le deep learning, des choses très intéressantes qu'on va trouver par là. Mais c'est vrai que cette vague nous pose des problèmes parce que finalement, lorsqu'on fait un cours de reconnaissance des formes, on peut expliquer pourquoi cette vague est si intéressante. Là, donc, je ne suis pas le seul à se poser cette question, bien évidemment. Donc, par cette voie-là, on va tout de suite reconnaître que, bon, là, je propose, c'est une perception privée, mais particulière, à moi, qu'il y a eu d'au moins 3 vagues d'intérêt pour des réseaux de neurones. Donc, la première, les années 40, puis les années 80, on a parlé beaucoup de backpropagation. Et là, maintenant, ça vient avec un autre titre, un autre label, Deep Learning. Mais bon, toutes ces vagues-là, à chaque fois, on va retrouver des vieilles questions qui reviennent. Donc, par exemple, j'ai pris ça, c'est un papier de 95, où on s'intéressait à l'explicabilité des réseaux. Tout à coup, bon, le problème n'a pas été résolu à l'époque, on s'est désintéressé par des réseaux de neurones pendant un certain temps. Et là, maintenant, le problème revient.
C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à nouveau à l'explicabilité. Or, l'explicabilité, ça retombe sur la connaissance de ce que les réseaux font. Bon, donc c'est un peu par là qu'on commence à entrevoir que les variétés mathématiques sont peut-être elles sont du moins parmi les bonnes réponses, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, tout d'abord, il faut reconnaître que les problèmes réels, même si on a des bases de données à très grande taille, là j'ai pris une base emblématique, le CIFAR 10, de petites images. Donc, même si on croit avoir des grosses bases de données, en effet, il faut reconnaître que ces bases-là sont ridicules par rapport à l'espace qu'on a à faire. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de ces petites images, on va avoir affaire à une dimension 3072, si on veut. Alors, 60 000 points dans un espace pareil, c'est rien du tout finalement. Donc, on va croire que parmi les problèmes que les réseaux profonds vont plus ou moins résoudre, ou du moins bien traiter, ce manque de données est un des principaux. Donc, c'est un problème statistique, bien entendu. Donc, est-ce que cette nouvelle vague, elle peut compenser cette petitesse des échantillons? Ça, je crois que c'est une bonne question. Et là, dans la littérature, on va retrouver tout de suite des réponses, ou des essais de réponses, disons qu'on en cherche toujours. Mais donc, il y a deux ensembles de réponses qu'on peut retrouver, qu'on peut regrouper sous ces deux champs ici. Donc, déjà, le champ réceptif des réseaux à convolution, ça, pour une approche statistique, bien entendu, c'est le poids partagé. Ça repose sur une présupposition de que les distributions marginales de ces pavés d'images, disons, on parle d'images là pour simplifier l'explication. Donc, lorsqu'on prend des petits pavés d'images, des petits carrés d'images, et on utilise des poids partagés pour ces carrés, bien entendu, on fait une présupposition intrinsèque de distribution marginale égale. Sinon, à quoi bon de partager le poids, n'est-ce pas? Bon, ça permet tout de suite une augmentation intrinsèque des quantités de données qui retombe, et bien évidemment, sur le problème du manque de données. Donc, on va croire, il y a pas mal de gens qui croient à ça, que les réseaux partagés vont apporter quelque chose par cette voie-là. Mais après, il y a aussi, bien entendu, parce que là, c'était regrouper une partie des hypothèses, mais ce que je vais creuser un peu plus aujourd'hui, c'est cet autre item, ensemble d'hypothèses qui sont regroupées sur l'empilage des autoencodeurs. Donc là, pour cet empilage d'autoencodeurs, on connaît bien qu'on va s'intéresser à la projection des vecteurs sur des espaces plus petits. Encore, c'est un problème de réduire soit le nombre, là on va agrandir le nombre d'échantillons, de points artificiellement, soit on va réduire l'espace carrément. Mais pour réduire l'espace, il faut que ça soit avec beaucoup de soin. C'est-à-dire on ne veut pas perdre des... Donc là j'ai regroupé quelques exemples des papiers que je crois qu'on va tout de suite retomber sur des papiers lorsqu'on s'intéresse à ces problèmes. Donc là, j'ai détaché, j'ai mis en évidence celui-là parce que je pense que celui-là représente bien le cerne de la question par laquelle je suis intéressé par les variétés. Donc on va croire que bonne partie de ce qui marche bien chez le deep learning, c'est le dépliement des variétés. Bon. Mais avant ça, il y a toute une série de travaux. Celui-là, c'est très intéressant d'ailleurs, certainement vous les connaissez. Et il y a dans la référence de ces papiers-là, pas mal de références. Là, j'ai fait exprès de marquer Yoshua Bengio,
parce que je crois que lui, c'était un des premiers à s'intéresser par ça. Donc la série de papiers qu'il a publiés tout après montre qu'il a pris plusieurs voies intéressantes. Et à chaque fois, c'était la même question de pourquoi ça marche. Donc même les papiers publiés en 2015 avec Lequin et Hunton, là, Yoshua Benge, il a travaillé, a creusé dans 3 voies très évidentes. Là. C'était un papier qui parle beaucoup à ces problèmes. Bon, donc tout ça, c'est pour montrer pourquoi c'était une voie d'intérêt par les variétés. Bien entendu, ce n'est pas la seule, évidemment. Il y a donc, à partir de là, je vous présente finalement c'est quoi une variété. Parmi vous, ceux qui connaissent bien le concept, peut-être vont trouver un peu ça rébarbatif, comme je disais tout à l'heure. Mais de toute façon, je propose, juste comme ça, bêtement, un jeu. Voilà. C'est comme ça que je vois un peu les choses. Donc, je propose le même regard. Donc, prenons une source aléatoire. On va prendre des tirages à 3 boules. Ces boules-là sont numérotées de 0 à 255. Pardon. Pour ne pas compliquer les choses, on va laisser que cette échelle-là soit continue. Pas de problème. Mais de toute façon, on va croire que le 0 peut être codé comme un niveau très bas, c'est-à-dire le noir. Puis le 255, le blanc, et toute une échelle de gris là-dedans. Donc, chaque petit bout d'image ici, que je vous montre, à 3 pixels, va correspondre alors à un tirage de cette source. Alors, la question qu'on se pose est-elle honnête? Est-ce qu'on peut voir des dépendances entre les niveaux de gris qui apparaissent sur les petits bouts d'image? Bon, effectivement, c'est très difficile à voir, donc c'est exprès. Mais il y en a, certainement il y en a. Et pour mettre en valeur cette dépendance, ce que j'ai fait, c'est de changer la projection, la perspective. À la place de mettre des petits bouts de gris, des petites images, je mets chaque valeur, parce qu'il y a 3 valeurs là, sur les x dans une représentation cartésienne, x, y, z. Et tout de suite, on voit chaque point là correspond à une petite image à 3 pixels. Et tout de suite, on voit quelque chose, une structure. Donc, cette structure là va correspondre intuitivement à l'idée de variété, quoiqu'il n'y a pas qu'un genre de variété. On va retrouver sur la littérature plusieurs genres de variétés. Celle dont je vous parle là, c'est plutôt la variété topologique, je crois. Mais quand même, je laisse très ouvert cette notion, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est la notion intuitive. Donc, elle va englober tous les genres de variétés qu'on va trouver lorsqu'on formalise le concept. Par ailleurs, la formalisation a été faite tout d'abord par Heeman. Donc, il faut noter ça. Bon. Donc, alors, si on rajoute des échantillons, donc on va s'intéresser au manque d'échantillons, parce que c'est le problème le plus important pour nous. Donc, à la place de prendre quelques dizaines d'échantillons, je prends maintenant 30 petites images, ou 30 points. Là, on voit que si on voyait un cercle auparavant, maintenant on commence à voir un peu plus. Effectivement, ce n'est pas un cercle, c'est une ligne qui est toute tordue, finalement. Et cette ligne-là sera pour nous la variété, si on veut. Donc, on voit tout de suite que cette ligne peut être coupée et étendue. Alors, on va dire que localement, cette variété aura une dimension égale à 1. C'est ça la dimension intrinsèque dont on parle dans ce séminaire. Puis, cette ligne qu'on va étendre aura une longueur. Et cette longueur-là, on va tout de suite l'attacher à la notion d'entropie. On verra par la suite pourquoi.
Mais bon, là, pour le moment, je vous propose d'accepter ça, déjà. Donc, le logarithme de la longueur de la ligne sera l'entropie de cette variété, attachée à cette variété. Bon, là, encore des illustrations pour bien enfoncer les clous. Je crois que c'est ça, comme on dit en français. Bon, là, j'ai 3 capteurs industriels, ils marchent, et puis je m'intéresse à savoir si, effectivement, il y a 3 dimensions là-haut. Ça pourrait bien être de capteurs de cerveau, n'est-ce pas? Puis, donc, on va s'intéresser à la dimension intrinsèque de ces capteurs-là. Est-ce qu'il y a une dépendance entre eux? Là, je vous ai vu que j'ai triché, parce qu'en fait, ces points-là sont toujours les mêmes. D'ailleurs, j'ai pris cette variété-là, cet exemple d'un papier dont je vous montrerai par la suite. J'ai trouvé très marrant, finalement. C'est coautoré par un Français, d'ailleurs. Donc là, c'est toujours ces signaux-là, les points de cette variété. Alors, encore, on sait que la variété n'a qu'une dimension. Maintenant, on peut creuser un peu plus. Donc là, je montre d'où ça vient, finalement. Donc, il y a une variable aléatoire uniforme, U. Finalement, on va l'appeler une variable latente. Alors, on voit tout de suite qu'il y a un lien entre la dimension intrinsèque et le nombre de variables latentes de l'observation. Bon, à quoi bon, alors, connaître la dimension, c'est-à-dire la longueur, l'entropie, et la dimension intrinsèque des variétés? Bon, tout d'abord, on peut voir tout ça, bien évidemment, comme une généralisation des ACP. Bien entendu, ça va servir à la compression et au débruitage aussi. Et aussi, si on fait confiance à tous les travaux qui sont maintenant en train d'apparaître dans la littérature, on va croire aussi que cette connaissance préalable des variétés et le dépliage, surtout, de ces variétés, va permettre d'atteindre des taux de classification plus importants pour les tâches de classification. Bon, donc je prends ici le papier que je pense qui condense bien cette idée. Bon. Puis, on peut penser aussi à une chose toute bête, mais je pense que ça donne des idées lorsque je présente cet exemple, cette illustration à des élèves. Tout de suite, ils comprennent, ils ont des idées d'application pour la détection d'anomalies. Bien entendu, si on regarde les signaux qui sont là, on a du mal à repérer qu'ici, il y a un problème, sauf si j'ai mis en rouge. Mais si je laisse tout en bleu, on va dire, bon, c'est bon, les capteurs, ils marchent. Mais lorsqu'on met ces points-là dans une nouvelle perspective, c'est-à-dire la perspective géométrique ici, on voit tout de suite que ces points-là, ils sortent carrément de la structure. Alors, ça donne des idées pour la détection d'anomalies, bien entendu. Donc, je pense que la détection d'anomalies, c'est aussi ça éveille aussi de l'intérêt par cette analyse variété. Encore des illustrations, si vous me permettez. Donc là, je pense à une situation très bizarre où on a affaire à 4096 capteurs qui marchent tous ensemble. Puis, je prends à 3 instants les mesures de ces capteurs et je me pose la question, on se pose la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là-haut? Mais bien évidemment, ce n'est pas donné. On ne peut rien voir là. Il y a trop de signaux partout. Mais si on... encore, j'ai triché parce qu'en fait, ce sont des capteurs, évidemment, mais ce sont des capteurs de lumière. En fait, ce sont 4096 capteurs rangés dans un CCD. C'est-à-dire, ce sont des images, des pixels d'une seule image. Donc, on a à faire 3 images. Lorsqu'on met ces images-là dans la bonne représentation, là, on voit tout de suite que là, c'est bon, ici, il y a un problème. Donc, j'ai proposé ces points de réflexion-là. Pourquoi cette anomalie est si facile à noter ici, tandis que là-bas, non?
quelle est la dimension intrinsèque. Bien entendu, avec 4 points, c'est trop dur à déduire la dimension intrinsèque de ces phénomènes. Mais on peut rajouter de la formation préalable, c'est-à-dire on sait que ça vient ce sont des images d'une tête, depuis plusieurs angles, élévation, latérale, puis plusieurs niveaux de illumination. Alors on sait qu'on a un certain nombre de variables indépendantes. Alors, a-t-il un rapport entre les deux questions-là, finalement? C'est quelque chose que j'avais... je pense que ça peut entamer des questions, des débats intéressants. Je ne pense pas qu'on peut finir le débat là, tout de suite. Je lance la question comme ça. Mais bien entendu, si on repère ici un problème, une anomalie, c'est parce que, quelque part, il y a une variété, une structure qui est bien claire, codée dans nos têtes, bien entendu. Donc, on ne permet pas que ça arrive. C'est-à-dire, il y a une structure quelconque, c'est une conjecture dans nos têtes qui est, disons, équivalente à la notion de variété mathématique. Donc, c'est une conjecture, effectivement. Puis, la dimension intrinsèque, là, on peut tout de suite attacher cette notion de dimension intrinsèque à nombre de degrés de liberté du phénomène. C'est-à-dire, on ne s'attend pas à plus que 4 dimensions là. Si je ne me trompe pas, on a effectivement 4 dimensions pour cette base qui est assez emblématique. C'est la base qui a été utilisée en 2002 par un papier. C'était le papier ISOMEP. Si je ne me trompe pas. Après, je peux creuser un peu plus. Je me souviens plus exactement là. Mais c'était un papier de 2000, de l'année 2000, sur ISOMEP. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette base. Bon, donc cette conjecture, on peut la poser autrement. C'est-à-dire, disons qu'on a un brouillon d'image ici, de visage, pardon. Puis, je vous invite à détecter parmi les petites imagettes là, s'il y a une faute, une anomalie, disons comme ça. Est-ce que c'est là? Bon, merci. C'était fait exprès. Merci beaucoup. Des fois, ça ne marche pas. Hein? Merci beaucoup. Bon, d'accord. Donc, l'intéressant ici, c'est de voir que cette déformation ici, elle n'est pas, finalement, elle n'est pas très importante si on pense à la déplacement des points bleus. En fait, j'exagère cette idée ici. Donc, ici, j'ai fait une distorsion B très importante, mais qu'on va dire, bon, c'est bon, ça passe, c'est un visage encore, c'est juste une expression. Pourtant, il y a une sacrée déformation, là, une distorsion des points. Tandis qu'ici, presque rien, mais cette petite déformation, c'est très remarquable. Alors, ça rejoint encore cette conjecture que la notion de variété, elle est attachée à la notion de perception, de cognition. Et moi, je trouve ça important parce que finalement, si on va étudier la reconnaissance des formes, qui c'est la mimique, de la perception humaine, en quelque sorte, il faut bien penser à cette correspondance de la cognition et la notion de variété mathématique. Bon. Ah là, bon, encore le petit exemple avec des images à 3 pixels. Donc, j'ai creusé un peu plus. On sait déjà que cette machine n'est pas honnête du tout. Il y a une dépendance conditionnelle entre les boules qui sont tirées. Alors, j'ai élargi cette idée. J'ai dit, bon, si je mets là, je sais les structures qu'il y a là, c'est presque un anneau. Mais si je laisse cette machine tirer un peu plus de points, c'est-à-dire je prends 9096 points chaque fois, chaque tirage. Et si par hasard je note que chaque tirage va me donner une chose pareille comme ça, tout de suite j'ai dit, bon, maintenant je vois qu'il y a une structure derrière. Bien entendu, on ne peut plus du tout la voir, mais on peut soupçonner quelle est sa dimension, sa taille, son volume. Finalement, c'est ça l'intérêt
des outils que je vais vous présenter par la suite. Donc, pareil ici. Donc, j'ai mis les deux exemples parce que finalement, on peut penser qu'il y a une dimension intrinsèque beaucoup plus petite, comme je dis tout à l'heure, parce qu'on connaît que le nombre de degrés de liberté est assez faible. Tandis qu'ici, c'est la base CIFAR 10. Elle n'est pas... on s'attend à une dimension intrinsèque beaucoup plus grande, évidemment, parce que le degré de liberté sera aussi grand, mais pas autant que la dimension nominelle qu'on voit là. Bien entendu. Bon, donc là, c'est fini la partie intuitive. Donc, ce que je vous explique par la suite, c'est que pourquoi les deux simulations sont organisées comme ça. Donc, l'idée, c'était dans ces premiers séminaires, parler des outils pour mesurer les variétés sans les estimer carrément. Donc, on peut estimer les volumes des variétés et la dimension intrinsèque de ces variétés sans pour autant avoir affaire à les estimer. Donc, c'est beaucoup plus simple comme démarche. Puis, lorsqu'on a ces deux informations-là, les volumes et la dimension intrinsèque, on pourra jouer mieux avec les stratégies de modélisation des variétés. Parce que ces stratégies-là, elles dépendent d'une connaissance préalable de cette dimension et cette taille, ces volumes, pardon, très couramment. Des fois, on va utiliser ces méthodes-là à plusieurs reprises pour essayer d'estimer par cette voie-là la dimension intrinsèque. Mais je trouve que ça, c'est beaucoup plus lourd qu'estimer très légèrement avec les outils que je vous présente. D'abord la dimension et les volumes. Donc, les estimateurs de volumes et dimensions intrinsèques, variétés, il y en a pas mal. D'abord, tout de suite, on va trouver les estimateurs qui ont été battus pour des problèmes d'estimation de dimension fractale. Puis, dans la même voie de dimension fractale, il y a l'estimateur de Grasberger-Procaccia, qui était proposé en 1983, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Bon. Puis, il y a d'autres approches qui sont basées sur l'analyse des graphes. Il y a même des approches qui sont faites par l'analyse ACP locale. Donc, il y en a... Bon, ça ne s'arrête pas là. Hein. Dès qu'on comprend l'idée, la variété, très vite, on peut dérouler une démarche pour estimer les dimensions. Et, bon, voilà. Donc, puisqu'il y a tellement d'approches possibles, j'ai choisi la plus simple. C'est celle-là que avec laquelle je travaille depuis quelques temps. Donc, bien qu'elle soit âgée, on peut le dire comme ça, on voit qu'il y a toute une ligne de connexion entre cette proposition originale et des travaux qui viennent d'apparaître, par exemple celui-là de 2016, qui finalement, ça revient à la même idée géométrique de mesurer les distances entre points localement. Puis, si on veut avoir une perception plus large de méthode, je pense que ces papiers-là, d'où j'ai pris l'exemple de variété en anneau, donc j'ai piqué là, carrément. Donc ces papiers-là, il est très bien, je vous propose, si vous ne connaissez pas encore. Bon, d'accord. Donc c'est juste pour illustrer, là, ce sont des papiers qui exemplifient toutes les démarches qu'on va trouver. Mais, donc on va tout de suite s'intéresser à celle qu'on a choisie. Mais avant ça, je pense aussi, en parallèle, à l'estimation du volume des variétés. Alors, le volume des variétés se confond avec, cette notion du volume se confond avec la notion d'entropie, l'entropie pour des observations discrètes et l'entropie différentielle pour les observations continues. Alors là, il y a, et bien évidemment, on peut partir des définitions formelles comme la formule de Henny qui généralise la notion d'entropie, où là, on va trouver, si on met les paramètres 1,
il y a un problème là. Mais si on joue avec ces paramètres alpha, on va retrouver l'entropie du chaînon. Et avec le paramètre alpha égale 2, on va retrouver l'entropie quadratique des collisions. Donc j'ai fait la remarque sur l'entropie quadratique, c'est celle-là avec laquelle je vais travailler ici, aujourd'hui. Mais aussi, à part ça, en parallèle, on peut parler d'entropie pour une voie plutôt intuitive. Pour cela, je pense que ces papiers-là de gens de cet gars de l'écologie, il est très bien, il est ancien, un classique, disons. Je trouve que cette explanation de notion d'entropie, ça tombe très bien dans l'aspect volume, quantité dont je vous propose. OK. Donc, là, c'est le... Ici, je vous montre le papier de Sheng-Keng Ma, qui a été publié en 1981. C'est un papier où il s'intéresse à l'entropie physique, carrément. Lui, il a proposé une méthode qui s'appelle, finalement, je vais l'appeler comme ça ici, la méthode de coïncidence. Bon. Puis, 1983, on va retrouver le papier de Grasberger et Procacia pour l'estimation des dimensions intrinsèques. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis côte à côte, c'est que même s'ils ont des formulations très différentes, puisqu'on met les formulations sur le même plan, on utilise la même formulation pour les deux, on va voir tout de suite que les équations sont équivalentes. Pourtant, ils s'intéressent à des choses différentes. Donc, je vous montre tout de suite quelles sont les équations. Comme ça, vous pouvez... Ah non. Avant ça, pardon. Donc, puisque ce sont deux méthodes d'estimation basées sur la coïncidence, la détection de coïncidence, et là-bas, au Brésil, lorsqu'on a vu que ces deux méthodes-là, elles coïncidaient, on s'est tout de suite mis, c'est une petite blague là, on dirait que c'est une méta-coïncidence des méthodes. Bon, ça c'est pour rigoler seulement. Donc finalement, l'important ici, c'est que les deux méthodes reposent sur le comptage des coïncidences, très simplement, très bêtement. Mais il y a une question qui se pose tout de suite, mais c'est quoi une coïncidence finalement? Alors, une coïncidence, c'est quelque chose... la définition de coïncidence est très subjective, bien évidemment. Et finalement, elle est très arbitraire. C'est que c'est bien pour quelques applications. Par exemple, si on va appliquer ces méthodes-là dans la psychologie ou dans la science humaine, c'est bien d'avoir une notion intuitive de coïncidence, de définir coïncidence de la façon qu'on veut. Mais pour rester simple, là, je prends la notion de coïncidence qui est associée à la notion du voisinage géométrique, pour faire simple. Tout en sachant que ça reste un point à discuter, un point ouvert. Alors, quelles sont les équations qu'on va retrouver dans les deux papiers, dans les deux méthodes que je vais vous parler tout à l'heure? Bon, tout d'abord, la dimension intrinsèque, d'après Grasberger et Procacia, elle est définie comme ça, où c'est le taux de coïncidence pour un petit carré, d'où l'arrêt, comment on parle? L'arrêt de petit carré vaut R. Donc, si on compare ces taux de coïncidence en échelle logarithmique au arrêt de carré, on va voir pour des êtres très petits et pour des échantillons conséquents, on va avoir une estimation de D. À la limite, on va avoir le vrai D. Dès ce qu'il existe, hein, bien évidemment. Bon, donc là, c'est le comptage, comment il est fait. Bon, ça, c'est simple. Donc, on va définir une notion de coïncidence, d'indicateur, c'est-à-dire la fonction I le sera 1 lorsque ça va être vrai, puis 0 cas contraire. Donc, c'est tout simple, finalement. C'est juste compter combien de coïncidences on va trouver lorsqu'on fixe une valeur R. Et après, ça, c'est juste pour diviser le nombre de comparaisons qu'on va. Ça, c'est juste le nombre de paires comparées.
D'autre part, Shen-Keng Ma, il va proposer qu'on peut aussi estimer l'entropie en utilisant, là, il faut préciser, lui, il n'a pas utilisé cette variable. C'est à moi de, je mets tout sur la même notation pour que ça soit plus simple. Donc, pour lui, pour Shen-Keng Ma, si on fait le calcul de logarithme, minus le logarithme, de ce taux de coïncidence moyen, ça va nous donner tout de suite une notion d'entropie. Mais on veut bien savoir quelle est l'entropie différentielle. Parce que là, si on a une représentation des points sur un espace continu, ça explose très vite vers l'infini. Donc, on va faire une comparaison entre cette entropie et la volume à une échelle logarithmique du carré pour lequel on va trouver cette quantité de coïncidence. Donc, cette comparaison-là, ça va me donner tout de suite l'estimation de l'entropie différentielle, d'après Shen-Keng Ma. Il a utilisé ça parce qu'il avait un problème très spécifique, c'est-à-dire il avait beaucoup la dimension de problème physique à laquelle il avait affaire, il était très important. Donc, on voit par là que c'est une motivation dans la physique, mais qui s'avère très près du problème de reconnaissance des formes qu'on a aujourd'hui, avec des très grosses dimensions. Bon, finalement, si on mélange les deux méthodes, on va avoir ça, qui est finalement très simple. Ça veut dire qu'on aura une ligne dont la pente, si on fait cette représentation, de x, l'axe horizontal comme log de r, et l'axe vertical comme log de taux de coïncidence, on doit voir une ligne dont la pente sera la dimension intrinsèque estimée, locale, et l'ordonnée du point d'abscisse 0 nous donnera l'entropie, c'est-à-dire le volume de la variété, ou le hypervolume si on veut, parce que la dimension peut être beaucoup plus importante. Donc, mais pourquoi ça marche finalement? Parce que là, ce sont des équations. L'idée derrière les équations, c'est très simple finalement. Par exemple, là, je vais fait apprendre une variété 1D. Et j'ai dessiné ici le carré à 3D. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a ici? Si je m'intéresse à ces points qui sont tombés dans le carré, si je compte le nombre de coïncidences là-dedans, on va voir tout de suite que cette quantité est proportionnelle à R2. Puis, ici, si jamais la variété est 2D localement, si on fait le même jeu avec ce petit carré qui augmente de taille, on va voir tout de suite que le taux de coïncidence sera proportionnel à R2 à puissance 2. Puis, on peut généraliser cette idée. Finalement, si on ne connaît pas la vraie dimension de la variété, on peut jouer avec le R. Et finalement, on sait que le taux de coïncidence on s'attend à qu'il soit proportionnel à R à la puissance dimension intrinsèque locale à la puissance 2. Puis, pour l'entropie de Ma, il y a une différence très importante. C'est que pour l'entropie, il faut déjà connaître la dimension. Sinon, on s'y planque. Donc, j'ai pris là un petit carré uniforme. Donc, je vais appeler ça une unité d'air, de surface, pardon. Et toujours, je vais mettre un carré ici. Et le nombre de paires des points qui coïncident dans le carré, on va s'attendre que ça tend vers R2 pour une unité d'air au carré. Bon. Lorsqu'on a une distribution quelconque, on peut faire la même chose. Et finalement, on va conclure s'il y a une proportion ici, une facteur de proportion K, qui le volume de cette surface, dans ce cas-là, la surface sera K fois plus grande que celle-là, K fois plus grande que la surface de référence. Bon, est-ce que ça c'est vrai? Bon, ça c'est vrai si sa distribution ici est toujours uniforme.
bien entendu, si la distribution n'est pas uniforme, on va trouver une aire équivalente, uniforme, qui provoquerait le même taux de coïncidence. C'est sur ça qui repose la méthode de Schenking-Ma. Bon. En général, cette projection peut être généralisée par une dimension quelconque. C'est ça que je viens de dire. Hein. Et là, on va voir que l'entropie quadratique ou l'entropie de collision sera le logarithme de ce facteur K, ou, si on veut bien, le logarithme du volume effectif. Ou le volume effectif, c'est le volume d'une distribution équivalente, uniforme, qui va provoquer le même, le même taux de coïncidence. Bon, là, je vous montre un petit exemple. Cas d'école. Donc, c'est toujours une variété très simple à voir. Comme ça, on peut tout de suite constater ce qu'on dit. Donc, la dimension intrinsèque, là, c'est 2, parce qu'il s'agit d'un petit paroi. L'entropie différentielle, on peut la calculer très facilement parce que l'épaisseur ici, c'est 0,1, et puis il y a 2π de périmètre. Donc, on va tout de suite trouver dans le logarithme base 2 la volume, ou l'entropie différentielle 1 bits. Bon. Maintenant, j'utilise la méthode jointe, le mélange de méthodes finalement, pour analyser cette variété. Or, ce qu'on obtient, ça nous étonne, ce n'est pas du tout ce qu'on attendait finalement, parce qu'on a ici la droite à laquelle on s'attendait, finalement, n'est pas du tout une droite, elle fait ça, elle tourne, elle s'incline encore davantage. Alors, comment prendre ces résultats? À mon avis, ces résultats, il est assez parlant. C'est ça que je vous explique d'après mon point de vue. Donc, c'est-à-dire que par ici, on a une échelle d'analyse très petite. Or, lorsque l'échelle d'analyse est petite, on a une dimension, une inclinaison, une pente qui, effectivement, s'approche des deux. Puis, on a une entropie qui correspond tout à fait, si on fait le calcul là, ça c'est l'exact, mais après, si on fait, même visuellement, si on prend cette mesure-là, on va vite comprendre que c'est la surface, ça va correspondre à cette valeur attendue. Donc, pour les échelles très petites, on va retrouver, tout le moins dans cette partie-là, à peu près ce qu'on s'attendait. Une droite dont la pente est la dimension intrinsèque locale et l'écart donne la volume, la variété. Mais lorsqu'on augmente cette échelle d'analyse, ces changements-là, ce n'est pas à jeter dans la poubelle parce que finalement, il nous raconte quelque chose. Il dit, bon voilà, lorsqu'on regarde cette structure de plus loin, on perd la perception qu'il y a un anneau ici, on voit juste une ligne circulaire, ben, ça sera un anneau sans épaisseur. Et c'est ça que cette analyse est en train de nous raconter. Finalement, on retrouve une structure linéaire, un anneau, dont il n'y a pas plus de volume. Ici, ça sera la longueur de cet anneau lorsqu'on coupe le périmètre de l'anneau en échelle logarithmique. Donc, je pense que cette analyse-là, finalement, elle nous donne une perspective assez intéressante de la variété vue de près et de loin. Bon, mais cette méthode-là, elle n'est pas parfaite, bien évidemment, elle a des problèmes. Le premier problème qu'on va retrouver dans cette méthode, c'est le biais qui a été prévu et modélisé déjà en 1988 par Smith dans ces papiers-là. Donc, petit bout j'ai pris là, juste pour faciliter le repère. Donc, pour expliquer qu'est-ce qu'il va... Là, lui, il a bien modélisé ça. Donc, il peut prévoir, par exemple, que lorsqu'on prend des observations à 10 dimensions indépendantes, distribuées uniformément entre 0 et 1 chacune, on s'attend à trouver une dimension intrinsèque locale égale à 10
in volume, en échelle logarithmique, égale à 0. Parce que là, on a un carré de volume de référence. Donc l'entropie attendue là, locale, ce sera 0. Mais lorsqu'on applique la méthode, on voit tout de suite qu'il y a un biais d'estimation de l'entropie différentielle, dans ces cas-là de 4 bits. Puis la pente qui aurait dû être 10 va nous indiquer qu'il y a une dimension intrinsèque locale égale à 8. Donc elle est toujours sous-biaisée. Bah, ça, c'était prévu. Donc Smith nous explique pourquoi ça se passe comme ça. Et heureusement, il est capable de modéliser. Donc il est capable de prédire ces biais. Or, puisqu'on a une prédiction de ça, on peut jouer avec, on peut compenser. C'est ce qu'on a fait. Mais malheureusement, c'est pas, il n'y a pas une seule voie de compensation, malheureusement, parce que son modèle n'est pas, finalement, c'est pas si facile à inverser. Donc, je vous montre là, ce n'est pas encore fini finalement, c'est un travail qu'on est en train de faire depuis quelques temps. C'est une proposition de compensation de ces biais, mais bon, c'est toujours basé sur le modèle de Smith, donc il n'y a pas trop de nouveautés ici, sauf nos choix d'inversion de ce modèle. Donc bientôt, je crois que ça sera publié, j'espère, et je veux, comme ça, on aura tous les détails. Je pense pour aujourd'hui, je pense que ce serait pas très bien de sortir les détails là, mais je vous montre quand même des résultats qu'on a eu. Par exemple, on a fait des essais avec la célèbre base de MNIST. On a pris, à l'exemple des références qu'on était en train de comparer à l'époque, on a pris que le chiffre 2, les 6990 exemples de chiffre 2. Et puis, on a essayé avec la méthode. Donc, tout de suite, on a eu ces résultats-là qui nous montrent une dimension intrinsèque à peu près. Là, j'ai mis comme référence cette ligne-là. Donc, on a trouvé une dimension intrinsèque égale à 13, à peu près. Puis, un volume en échelle logarithmique de 134 bits. Mais là, c'est pas vrai, finalement, cette dimension, parce qu'on connaît qu'il y a toujours un biais vers le bas. Donc, on a essayé la compensation du biais, et on a retrouvé, par exemple, là, ici, on a retrouvé 17 à la place de 13, et 128 à la place de 134. Donc, comme je disais, j'ai utilisé juste le modèle de Smith, donc il est bien connu, il est publié, c'est juste l'inversion de son modèle. Finalement, il y a le problème du bruit. Est-ce que encore de... Bon. Et on a le problème du bruit parce que cette méthode-là, elle est bien connue par une grosse sensibilité au bruit. Pourquoi? Bon, parce qu'on va travailler, normalement, on va travailler avec des valeurs de R les plus petites possibles. Parce que la vraie dimension, elle ne sera trouvée qu'à la limite lorsque R va vers 0. Donc, lorsqu'on travaille dans cette échelle, il y aura toujours des bruits, par exemple le bruit thermique. Et le bruit thermique, si on le croit indépendant, il va s'éparpiller pour tout l'espace. Or, lorsqu'on fait des analyses avec ces méthodes, on va tout de suite, si on s'attache à de petites échelles, on va tout de suite conclure qu'il n'y a pas de variété, que le signal il occupe tout l'espace. Mais lorsqu'on augmente cette valeur de R, on va quand même trouver des structures. Mais là, on a un peu de mal à croire si c'est la bonne structure ou si c'est juste des effets de la méthode, des effets secondaires de la méthode. Donc, ça, c'est un problème très bien connu. Et là, je vous montre en fait un travail qu'on a fait. Celui-là, il a été publié. Donc, je vais vous montrer par la suite quelle est la publication. Donc, on a joué avec ça. Finalement, on a pensé, bon, peut-être ces défauts-là de la méthode peut être tournés vers un avantage. Puisque s'il y a toujours du bruit, et si on remonte un peu dans l'échelle et on va retrouver les structures du signal, c'est-à-dire qu'on a là la possibilité de séparer
tout moins en termes de volume, le bruit et les signaux, d'une façon qui est tout à fait différente des méthodes basées, par exemple, sur l'analyse spectrale ou d'autres méthodes plus connues. Donc, pour que ça soit clair, j'ai pris encore le petit exemple là. Donc là, supposons que ces parois-là, il n'est que de bruit pour nous, parce qu'il est fait avec une variable indépendante. Et les structures à laquelle on a affaire, c'est juste l'anneau. Donc, est-ce qu'on peut séparer, est-ce qu'on peut estimer cette l'importance de bruit par rapport aux structures? Bon, là, finalement, lorsqu'on fait l'analyse toute simple, là, on ne s'embête pas à penser à la compensation du biais, parce qu'à petite dimension, on n'a pas tellement de problème de biais. Donc, j'utilise la méthode comme elle est, sans compensation de biais, tout simplement. Et là, je trouve déjà, ça va nous donner le volume, la surface, en fait, de l'anneau. C'est ici. On va appeler ça le V1. Puis, ici, ce qu'on voit, c'est la longueur de l'anneau. Alors, si on divise ces deux quantités, finalement, on va estimer, tout bêtement, l'épaisseur de l'anneau, qui, pour nous, ça serait une connaissance, même approximative, de l'importance du bruit. Alors, bon, ça, c'est un exemple cas d'école, c'est très simple. Puis, on a creusé cette idée, parce qu'à l'époque, il fallait montrer que ça pourrait être applicable à des choses plus importantes. Donc, ça, c'est le papier qu'on vient de publier avec cette idée, toute simple, finalement. Mais lorsqu'on creuse cette idée, on va trouver, là, c'est le chemin. Finalement, cette formule-là, ça correspond à cette idée que je viens de vous présenter. Elle est toute simple, finalement. C'est juste l'organisation de l'idée qui va nous donner, finalement, un estimateur de la variance de bruit. Bon, il fallait montrer que ça marche, parce qu'il y a pas mal de présomptions là-dedans. Donc, il fallait que ça marche même lorsque les présomptions ne sont pas tout à fait justes. Donc, ce qu'on a fait, on a pris il y avait des travaux là-dessus avec les équations de Lorentz. Donc, on a trouvé, il n'y avait pas plus classique que ça. Donc, bon, d'accord, on prend les équations de Lorentz. Là, c'est juste le signal X dans le temps. Bon, là, c'est le spectre. C'est juste pour montrer que lorsqu'on rajoute du bruit, c'est très dur à séparer qu'est-ce que c'est signal, qu'est-ce que c'est bruit, parce que le signal est chaotique avec les paramètres qu'on a mis là. Donc, on a choisi des paramètres pour avoir le comportement chaotique. Et puis, on a rajouté, on sait que le bruit rajouté était celui-là. Pourquoi ces chiffres-là? Bon, en fait, c'était parce qu'il y avait un papier où les gens ont utilisé cette variance du bruit-là. Donc, on voulait faire la même chose pour montrer que... Bon, pour comparer les résultats. C'est juste ça. Donc, après, on a utilisé plusieurs valeurs, finalement. Mais bon. Donc, là, avec les signaux qu'ils sont, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une fenêtre de X dans le temps. On va appeler le vecteur des observations. Ces fenêtres-là, ils correspondent à 6 échantillons bruités de la série X. Et on a pris 9000 de ces échantillons, de ces vecteurs, à 6 positions, à 6 dimensions nominales. Donc, lorsqu'on applique la méthode pour des échelles petites d'IR, on va trouver ce qu'on s'attendait. La pente ici s'approche de 6, parce que finalement, le bruit va occuper toutes les 6 dimensions qu'on a mis dans l'analyse. Puis, ça tourne. Et là, c'est juste pour référence, pour aider la visualisation. Donc, on a une pente à dimension 2. Bien entendu, c'est chaotique. Donc, c'est juste l'approximation qui est 2 là, mais on sait, on va jouer avec ça, même en sachant que cette dimension ne peut être pas très juste. Mais bon, là, finalement, il n'y a pas une pente très claire non plus. Donc, c'est une analyse sûrement visuelle.
Mais là, si on prend cette mesure-là, même approximative, hein, j'ai fait ça, je n'ai pas la juste, hein, je n'ai pas utilisé la vraie distance ici, j'ai juste fait quelque chose comme quelqu'un qui venait d'utiliser cette méthode, prenait ça à l'œil, et on va se dire, bon, voilà, ça c'est 12, ici à peu près, ça 20, et la dimension ici c'est 6, et la dimension là-haut c'est 2 à peu près. Là, est-ce que ça va nous donner quelque chose? Lorsqu'on applique la formule, on va retrouver une variance de bruit qui était dans le mélange avec le signal chaotique, qui n'est pas finalement très loin de la vraie variance. Bon, ça c'est juste un exemple. Dans les papiers, on a mis plusieurs exemples comme ça pour montrer que ça marchait à chaque fois de façon approximative, que ce soit. Mais on pourrait quand même voir ça comme un outil simple, visuel. Donc c'est une proposition. Bon, donc là j'ai fini ce séminaire et à suivre. Donc l'idée c'était justement de montrer qu'avec cette stratégie très simple, on peut avoir des mesures de dimension intrinsèque et volume. Puis, d'après ces connaissances des variétés, on va s'intéresser à estimer, à modéliser ces variétés carrément. Bon, c'est ça, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis à vous. Merci beaucoup, Jugurtha, pour cet exposé intéressant, vraiment. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Oui, vas-y, je t'en prie. Oui. Merci, Jugurtha, pour cette présentation intéressante. Alors, j'avais une ou deux questions, mais sur... donc, j'ai compris que tu définis cette dimension intrinsèque, entre autres, par la notion de voisinage. Et donc, tu as donné l'exemple sur le cas de 3 dimensions, donc sur le courant, oui. etc. Et après, tu nous as montré un exemple sur la voisine liste, donc, oui. pour le chiffre 2. Oui. Oui. Donc, la notion de voisinage, donc, à un moment, tu dois calculer une distance, tu la montrais par juste la différence. Oui. Mais justement, quand tu es dans un espace de grande dimension, donc même le cas une liste, oui. Est-ce que tu vas considérer pour la différence de chiffres un appareil non linéaire finalement, ou plutôt quelque chose vraiment de non linéaire? Parce que toute la notion de voisinage, ça va dépendre du choix. Oui. En fait, ça retombe sur le choix de notion de coïncidence. Je suis tout à fait d'accord que finalement, lorsqu'on change la manière par laquelle on va décider qu'il y a eu une coïncidence avec une certaine mesure, par exemple, un produit escalaire, ou on va trouver une distance euclidienne. Là, lorsqu'on décide ça, d'une certaine manière, on est en train de décider qu'est-ce que c'est une coïncidence. Oui, bon, pour ces exemples-là, on est très, très conservatif. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a utilisé la distance infinie, c'est-à-dire à mesure infinie. C'est-à-dire, bon, parce qu'on va jouer avec un petit carré, dimension n'importe quelle, finalement. Donc, on va dire, bon, ces points-là, il y a une différence module... Comment on appelle ça en français? C'est la généralisation de distance à la puissance infinie. La norme à l'infini. Merci. Donc, c'était juste ça. On sait que ça... Bon, il y a des... Donc, en tout cas, le résultat, ça va dépendre du choix. Ça va dépendre, certainement, ça va dépendre de la représentation. Mais là, on a choisi d'être conservatif parce qu'on s'est dit, bon, voilà, on veut tester la méthode telle qu'elle est proposée. Et la méthode, elle est proposée soit avec une boule, c'est-à-dire une distance euclidienne. Mais là, on savait que ça allait poser pas mal de problèmes pour des grosses dimensions. Puis, il y avait cette approche de Ma. C'était lui qui a utilisé un petit carré, le physicien. Et on s'est dit, bon, mais Procaccia et Grasberg, ils n'ont pas dit qu'il fallait utiliser toujours la boule. Pour eux, ça a bien marché pour des petites dimensions. Mais là, donc, ce n'était pas figé, cette décision. On a pris la voie qui a été proposée pour Shen-Keng Ma, d'utiliser le petit carré. Comme ça, on est tombé sur la distance, la norme infinie. Alors justement, il y a une question liée, c'est le choix de R. cette arête.
et en même temps, le fait qu'il y a du bruit en général dans les ondes, donc il y a deux choses en même temps. Oui, Et les deux vont jouer sur, finalement, sur la qualité du voisinage, tout à fait, etc. tout à fait. Comment trouver le compromis sur des données très bruitées Oui. et en même temps... Enfin, oui. Donc, jusqu'ici, ce qu'on fait, qui marche le mieux pour nous, de moins, d'abord, je pense que cette question-là, elle va rester ouverte. Moi, je crois que je n'ai pas la réponse. Et je pense qu'elle n'est pas simple à trouver. Ça va dépendre toujours de cas et de phénomènes auxquels on s'attaque. Mais je crois que pour le moment, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. C'est de toujours faire l'analyse pour des petites valeurs DR jusqu'à des valeurs DR modérées. Comme ça, comme je vous ai expliqué, par les déformations de cette ligne, on peut soupçonner, on peut voir d'une certaine manière qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc on sait toujours qu'il y a le bruit au départ, donc on va trouver toujours une pente très importante. Et après, si ça s'adoucit, c'est parce que là, on sait maintenant que, bon voilà, maintenant c'est le bruit qu'on voit. Mais bon, ceci dit, c'est toujours ce sont des hypothèses à chaque fois. Donc, bien évidemment, ça va dépendre toujours du cas, du phénomène sous analyse. Pour aller un peu plus loin là, dans ces histoires-là, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de refaire des expériences d'une autre façon qui ferait que tu aurais une sorte d'hypothèse qui se conforte? C'est-à-dire que là, il y a une approche d'en mélanger une autre, etc., qui permettrait de te dire, bon ben voilà, il y a une sorte de vote en majorité qui permet de... Ah, d'accord, je vois. Là, c'est une approche, mais on sent bien un peu les limites empiriques, finalement. Oui. Et il n'y a pas de possibilité de coupler à d'autres ou de recommencer Oui, je crois. Nous, on n'a pas fait encore ça, mais je pense que c'était une très bonne idée, parce que finalement, ça va quelque sorte, ça va mener vers une validation de résultats. Oui, tout à fait. Il y a des résultats théoriques sur ces estimateurs. Donc, vous avez parlé du biais, mais il y a eu la variance, je ne sais pas, c'est consistance. Oui. Il y a, en fait, à l'époque où ces méthodes a été proposées, on va trouver dans cette époque-là des papiers qui s'intéressent à bien caractériser du côté statistique l'estimateur. Bon. Mais là, moi, j'ai choisi juste ces deux aspects-là, de bruit, l'importance du bruit et de biais du estimateur, parce que déjà, puisqu'on a mélangé les deux méthodes, on avait le résultat pour l'estimation de la dimension intrinsèque. Ça, c'est fait par Smith dans les papiers dont je vous ai montré. Mais comme on utilise ça pour l'estimation de l'entropie aussi, il fallait mettre ensemble les deux méthodes et voir si l'analyse de Smith vaut aussi pour l'entropie. Jusqu'ici, on croit que oui. Donc l'analyse elle est très claire, ça joue aussi pour l'entropie. Bon, mais bon, voilà, c'est ça. Oui. Rien à voir, mais tu as parlé au tout début du deep learning, oui. sur le réseau de neurones. J'imagine quand même qu'il y a un lien quelque part. Alors, quand tu fais ce genre de choses pour estimer, en supposant que tu as une idée sur la dimension intrinsèque, par exemple tout à l'heure tu l'as donné pour le chiffre 2, mais en supposant que tu arrives à le faire pour les différentes classes, par exemple, est-ce que ça se joue? Quand tu prends chaque dimension pour chaque classe, tu les multiplies, donc tu as la dimension plus globale. Est-ce que tu lirais, toi, ça au nombre de neurones que le réseau de neurones va prendre, par exemple, sur la première couche, qui va prendre les pixels, par exemple, et même tu pourrais le faire pour les couches d'après, c'est-à-dire que tu fais ce genre de choses pour chaque couche. Est-ce que c'est ça? C'est ça, en fait, c'est la première perspective qu'on a eue tout d'abord. C'est juste, en fait, si on pense les autoencodeurs, finalement, cette dimension intrinsèque sera directement liée à la quantité de neurones, l'espace dans lequel on va projeter lorsqu'on étroite le passage de signal.
ceci dit, le papier dont je vous ai proposé, là, le gars, il montre assez bien, en fait, un problème qu'il y a, c'est finalement, pour trouver ces espaces minimums de représentation avec le nombre des neurones qui équivaut à le nombre de variables latentes du problème. Et apparemment, ça ne va pas tout de suite. On n'arrive pas tout de suite, il faut faire gaffe. Donc, c'est ce qu'il essaie d'expliquer, qu'il faut le faire doucement. Là, on va peut-être trouver une justificative, encore une, pour jouer avec plusieurs couches. Donc, on va déplier la variété doucement, pour ne pas abîmer la structure. Donc, je pense que c'est un regard qu'on a été tout au départ, depuis qu'on a commencé à travailler ça. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Te remercier encore une fois. Bon, c'est à moi, merci. Et puis donc la semaine prochaine, donc, il y a la suite, hein, c'est bien, tu nous as donné envie de revenir. Merci. Donc pour ceux qui peuvent, il y a donc le second séminaire, c'est jeudi de la semaine prochaine, après-midi, ici aussi. Et donc aussi, il y a une retransmission possible. Donc le séminaire a été enregistré au moins en bonne partie sur YouTube. Donc dans le mail d'invitation, vous avez le lien. Donc vous pouvez le diffuser largement. Hein. Normalement, on peut regarder. Ne diffusez pas ce lien-là, on va jamais le Pardon? Ne diffusez pas le lien qui est dans le mail, on va le renvoyer à nouveau. Ah bon, c'est pas le bon. Ok, donc on vous rediffusera le lien avec l'invitation pour la semaine prochaine. Alors du coup, mais n'hésitez pas à le diffuser plus largement. Et pour ceux qui peuvent, donc il y a une possibilité de boire un café ou un verre. Donc c'est dans le bâtiment d'en face, le N2. Donc il faut demander un badge pour les gens qui sont extérieurs. Et sinon, vous êtes les bienvenus pour donc, le deuxième étage du bâtiment N2. Voilà. Merci beaucoup, Merci Benadette. encore. Merci beaucoup.